Le Ghana suspendu au verdict des urnes. Le pays votait aujourd'hui pour des élections législatives, mais aussi pour la présidentielle. Elle s'annonce serrée entre le vice-président Mahamudu Bawumia et l'ex-chef de l'État, issu de l'opposition John Mahama. À la une également au Burkina Faso, le chef de la junte limoge le Premier ministre et dissout le gouvernement. Aucune précision n'a été fournie sur les raisons de cette décision. Apollinaire Joachim Kielem de Tambela avait été nommé en octobre 2022, juste après le coup d'État. Et puis la reconstruction comme arme politique dans l'est de la Libye. Le maréchal Haftar aux commandes réhabilite des villes entières dévastées par la guerre, notamment celle de Benghazi, son fief. Reportage à suivre. Qui succédera à Nana Akufo-Addo à la tête du Ghana? Près de 19 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce samedi pour des élections législatives et présidentielles. 12 candidats sont en lice, mais c'est entre deux hommes que le scrutin va se jouer. L'actuel vice-président Mahamudu Bawumia pour le parti au pouvoir et l'ancien chef de l'État John Mahama, issu de l'opposition. Sur place, le décompte des voix a bel et bien commencé. C'est ce que nous explique notre correspondante Julia Guggenheim. Les bureaux de vote sont désormais fermés. Le décompte des voix a commencé, comme vous le voyez peut-être derrière moi. Au Ghana, tant le vote que le dépouillement se font en plein air pour assurer la transparence du processus. Les personnes qui sont d'ailleurs massées derrière la rambarde que vous voyez à côté de moi, eh bien, sont là pour observer que le processus se passe justement correctement. Alors tout au long de la journée, nous avons discuté avec des électeurs de leurs préoccupations, à commencer par la grave crise économique dans laquelle le pays est empêtré depuis 2022, mais aussi les risques environnementaux auxquels ce pays, le premier producteur d'or africain, est exposé. Le président sortant s'est fait élire en disant qu'il réussirait à contenir la chute du cedi face au dollar. Mais quand il est arrivé, $1 valait 4 cedi. Aujourd'hui, il en vaut 70. Ce qui m'intéresse, c'est comment va la nation, la pollution de nos cours d'eau et comment tout le système part dans tous les sens. Je vote pour mes enfants, pour l'avenir de mes enfants. C'est vrai que la situation économique est très dure. Mon vote se base sur l'accès à l'éducation gratuite et la lutte contre les difficultés économiques. La journée a été émaillée de quelques incidents. Le plus grave dans le nord du pays a fait un mort suite à une dispute dans un bureau de vote. La police a depuis arrêté 4 personnes en lien avec cet événement et au moins 3 autres individus ont été mis aux arrêts suite à des incidents liés notamment à des fraudes électorales supposées. Néanmoins, dans la majorité des 40 000 bureaux de vote qui ont été déployés aujourd'hui dans tout le pays, eh bien, les observateurs ont rapporté que la journée s'était passée de manière plutôt fluide et pacifique. Et chacun de ces deux principaux candidats promettent de venir à bout de la crise économique. Elle sévit depuis des années dans le pays. Laurent Berstécher. Dans le marché de Toudou, en plein cœur d'Accra, les habitants arpentent les rues d'un pas pressé. Rares sont ceux qui s'arrêtent encore pour inspecter, négocier ou acheter des marchandises, provoquant le désespoir des vendeurs qui n'arrivent plus à écouler leur stock. Tous ceux qui viennent ici disent qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils ne peuvent pas acheter, que tout est trop cher. Une situation devenue banale au Ghana, qui traverse l'une des pires crises économiques de son histoire. En 2022, l'inflation atteignait un pic de 54%, tandis que la dette publique s'élevait à plus de 90% du PIB. Face à la flambée des prix et à un pouvoir d'achat en chute libre, le gouvernement a l'année dernière sollicité un plan d'aide du FMI d'un montant de 3 milliards de dollars. Depuis, le pays connaît un léger rebond de croissance, mais pour de nombreux Ghanéens qui peinent toujours à joindre les deux bouts, l'économie et l'emploi demeurent des enjeux cruciaux. La situation économique est trop difficile. Il faut que le prochain président fasse quelque chose, qu'il débloque plus d'argent et d'emplois pour les jeunes. J'aimerais que le système actuel se poursuive. Le gouvernement a fait du bon travail et nous avons besoin de continuité. L'ancien président et chef de l'opposition John Mahama s'est engagé à renégocier l'accord avec le FMI s'il est élu ce week-end. Son rival, le candidat du parti au pouvoir, Mahamudu Bawumia, met lui l'accent sur la timide reprise économique et demande aux électeurs de faire preuve de patience.
C'est une décision qui a surpris au Burkina Faso. Ce vendredi, le chef de la junte au pouvoir a démis de ses fonctions le Premier ministre et dissous son gouvernement. Apollinaire Kyelem de Tambela avait été reconduit à 2 reprises à la primature. Depuis sa nomination, c'était en octobre 2022. Les raisons de son limogeage n'ont pas été précisées. Thibaut Franceschi. L'annonce a été faite de façon succincte par décret. Ibrahim Traoré, chef de la junte militaire au pouvoir, met fin aux fonctions de son Premier ministre. Le gouvernement est dissous. Les anciens ministres expédient les affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela, 66 ans, était en place depuis octobre 2022, juste après le coup d'État porté par Ibrahim Traoré. Avocat de profession, il avait dirigé 3 gouvernements successifs. Aucune raison officielle n'a été donnée à son départ, mais en octobre dernier, il avait été critiqué par les chefs coutumiers pour avoir remis en cause les croyances traditionnelles autour des fétiches, des statuettes censées être protectrices. Le Premier ministre avait appelé à se baser plutôt sur les connaissances scientifiques. Face à la polémique suscitée, il avait dû présenter des excuses depuis Moscou, où il était en voyage officiel. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso s'est éloigné de la France. Le désormais ex-premier ministre appelait les Burkinabés à se défaire de l'aliénation envers les pays occidentaux. Tous les 3 dirigés par une junte militaire, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont créé l'Alliance des États du Sahel et ont quitté la CEDEAO, façon de se démarquer des autres États de la région. Les 3 pays se sont aussi rapprochés de la Russie. Ils étaient présents à la 2e édition du sommet Russie-Afrique organisé à Sotchi. À cette occasion, Ibrahim Traoré avait déclaré se sentir en famille en Russie. Direction le Congo-Brazzaville maintenant, où les violations des droits humains ne reculent pas, bien au contraire, elles augmentent. C'est la conclusion du rapport annuel de l'ONG Centre d'action pour le développement, et ce, après une enquête dans 7 des 12 départements du pays. Précision sur place signée Vivas Mabwana. 8216 violations des droits humains ont été documentées en 2024 par le Centre d'action pour le développement, soit une augmentation par rapport aux 2000 cas recensés l'année précédente. Dans ce rapport de 224 pages, l'ONG dénonce les arrestations et détentions arbitraires, les tortures et mauvais traitements soient fréquents, déplorant que le nécessaire ne soit pas fait pour protéger les droits humains. Nous avons documenté beaucoup de cas de violations, qu'il s'agisse des droits civils et politiques, qu'il s'agisse des droits économiques et sociaux. Nous avons l'impression que le gouvernement a divorcé avec sa population parce que les droits ne sont pas réalisés, bafoués continuellement, et vous avez une sorte de cynisme. Dans le viseur des acteurs de la société civile, l'opération Coup de poing, lancée pour lutter contre le grand banditisme qui, selon eux, accentue les bavures policières. La police et la gendarmerie ont un rôle de protection des personnes et des biens, et donc pourquoi ne pas continuer leur rôle, mais avoir une opération qui malheureusement aujourd'hui a créé le traumatisme au sein des familles, une opération qui a démontré une violation de la présomption d'innocence. Nous avons constaté aujourd'hui des jeunes qui ont peur de se balader parce qu'ils sont habillés d'une certaine manière. Contacté, la police a réagi en disant que le poste de porte-parole est pour l'instant inoccupé. Quel espoir pour une paix durable au Soudan du Sud. Les négociations reprennent autour de cette question au Kenya. Elles réunissent des rebelles sud-soudanais, des opposants politiques et des représentants du gouvernement avec un objectif, celui d'apaiser les tensions dans le pays encore très affecté par les conflits. La correspondance à Nairobi est signée Bastien Renouille. Les négociations à Nairobi étaient suspendues depuis le mois de juillet. Pour les relancer, il a fallu que le président kenyan William Ruto se rende à Djouba pour discuter directement avec son homologue Salva Kiir. Et les 2 hommes sont tombés d'accord le 6 novembre dernier. Un accord de paix final devait être signé sous 15 jours. Mais voilà, force est de constater qu'il y a eu du retard puisque les négociations viennent seulement de reprendre ici à Nairobi. Alors, quel est l'objectif de cette initiative Tumaini? Tumaini, en swahili, cela signifie l'espoir d'une paix durable au Soudan du Sud. Alors, selon le président Salva Kiir, il ne s'agit pas de créer un nouvel accord de paix dans le pays. Il y en a déjà un signé en 2018 qui est relativement fonctionnel. L'objectif, c'est de faire en sorte que tous les groupes rebelles du territoire, mais aussi
qu'aujourd'hui l'opposition politique qui n'est pas présente à Djouba puisse discuter avec les autorités et faire en sorte que la paix s'installe durablement dans le pays. Alors par exemple, pour permettre que cela soit le cas, eh bien, certains groupes qui ne sont pas encore présents à Nairobi ont été invités officiellement. C'est notamment le cas de celui de Thomas Cirillo, un chef rebelle présent dans le sud du Soudan du Sud. Il n'est pas encore présent sur place, il n'a pas donné de réponse à l'heure actuelle. Mais voilà, l'objectif est donné. Il faut que tous les groupes politiques, tous les groupes rebelles soient inclus afin qu'une paix durable puisse être mise en place et afin qu'à terme, des élections puissent être organisées au Soudan du Sud, les premières de l'histoire du pays. Elles auraient dû avoir lieu en 2022. Elles ont été une première fois repoussées à 2024. Et faute d'accord de paix durable, mais aussi faute d'organisation suffisante, elles ont de nouveau été repoussées à 2026. C'est l'image du jour en Algérie. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa était en visite d'État à Alger ce vendredi. Il était invité par son homologue Abdelmajid Tebboune. Les deux dirigeants ont notamment signé une déclaration commune de partenariat stratégique dans plusieurs secteurs, l'entrepreneuriat et l'innovation ou encore la coopération économique et l'entraide juridique. Comment se relever après des décennies de guerre dans ce pays toujours divisé qu'est la Libye? Le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli s'oppose encore à celui de Benghazi à l'est, contrôlé par le maréchal Haftar. Dans ces fiefs, le militaire utilise la diplomatie dite du béton pour reconstruire plusieurs villes et asseoir du même coup son autorité. Voyez le reportage de nos correspondants dans la région, Lilia Blaise et Hamdi Tili. Dans ce quartier de Benghazi, les traces de la guerre civile en 2017 sont encore présentes sur ces immeubles. Brahim, professeur de musique, est l'un des survivants de ce conflit. C'était un quartier très vivant et connu de tous. Il y avait des constructions italiennes, un marché aux poissons très populaire. Malheureusement, nous avons traversé des temps très durs. Il y avait des moments où l'on quittait la maison sans savoir si on allait rentrer vivant. Je me souviens très bien d'un sniper qui nous a terrorisés pendant plusieurs jours. C'est très difficile de tourner la page après tous les décès. Beaucoup de proches et de jeunes ont péri dans cette guerre. Pour se remettre de ces années de terreur, Brahim donne des cours de guitare à des jeunes dans ce centre artistique en face des ruines. Lorsque le quartier était contrôlé par des milices islamistes et extrémistes, il n'osait pas sortir sa guitare. Les punitions pour ce genre d'activité pouvaient aller d'un passage à tabac à une décapitation. Heureusement que c'est désormais derrière nous. À quelques mètres, la ville renaît de ses cendres. Malls, circuits de marche, cafés, universités, le fils du maréchal Haftar, Belgassem Haftar, déploie les grands moyens pour relancer le dynamisme de Benghazi. Notre stratégie est aussi de changer complètement le système d'assainissement de la ville. Cela inclut le nettoyage complet et la rénovation de ce lac. De grands projets menés sans appel d'offres et dont les financements manquent de transparence. Nous sommes actuellement dans la seconde phase de ce plan de reconstruction, qui est de créer des services publics et des infrastructures de qualité pour les citoyens, et d'arriver à moderniser Benghazi. La reconstruction de Benghazi s'inscrit surtout dans une stratégie politique, montrer un retour à la normale après des années de guerre et de division, une stabilité qui reste étroitement contrôlée par le régime militaire. Et c'est la fin de votre journal de l'Afrique. Restez avec nous sur France 24.